Léa Dubois pensait qu'elle pourrait passer inaperçue, économiser son argent et disparaître du manoir Beaumont sans laisser de traces. Mais lorsque Gauthier Beaumont, un millionnaire solitaire, commence à voir au-delà de son uniforme la femme intelligente et compatissante qui se cache, leur connexion déclenche un jeu dangereux avec Anne-Lise, sa femme froide et calculatrice. Dans un monde où la réputation est primordiale et l'amour un luxe que peu peuvent s'offrir, Léa doit décider si se battre pour son bonheur valait la peine de tout risquer. Ceci est une histoire d'amour interdit, de vengeance impitoyable et du courage de forger son propre destin. La chaleur estivale à Versailles était insupportable, alors que Léa Dubois remontait la longue allée menant au manoir Beaumont. À 26 ans, elle avait déjà travaillé pour 3 familles fortunées, mais aucune n'était aussi riche ou aussi puissante que les Beaumont. La vaste demeure blanche, avec ses 6 colonnes et ses jardins impeccables, ressemblait à quelque chose tiré d'un film. « Ce n'est qu'un travail », murmura Léa à elle-même, en redressant sa simple robe bleu marine. Juste un autre emploi pour économiser pour l'université. Une femme grande, aux cheveux blonds tirés en arrière si fort que cela semblait douloureux, ouvrit la porte avant que Léa ne puisse frapper. « Vous devez être la nouvelle femme de chambre. Je suis Anne-Lise Beaumont. » Sa voix était aussi froide que ses yeux bleus pâles. « Vous êtes en retard. Je suis désolée, Madame Beaumont. » « Le bus? Je me moque de vos problèmes de transport. » Anne-Lise toisa Léa de haut en bas. « Vos quartiers sont dans l'aile Est. Vous aurez vos dimanches. Tout le reste, nous le discuterons à l'intérieur. » Léa hocha la tête et suivit Anne-Lise dans le manoir. Les sols de marbre scintillaient et des tableaux qui coûtaient probablement plus que ce que Léa gagnerait en 10 ans pendaient à chaque mur. « Mon mari, Gauthier, est très méticuleux concernant ses affaires, » continua Anne-Lise, tandis qu'elle marchait. « Ne touchez pas son bureau sans permission. N'entrez pas dans notre chambre, à moins que je ne vous demande de la nettoyer. Et surtout, ne le dérangez pas avec des questions ou des conversations. »« Oui, madame. »« Madame Beaumont, » corrigea Anne-Lise. « Pas madame. »« Oui, Madame Beaumont. » La chambre de Léa était plus grande que son appartement entier, avec une salle de bain privée et une fenêtre donnant sur le jardin. C'était magnifique, mais cela ressemblait à une prison dorée. « Le dîner est à 19 heures, » dit Anne-Lise depuis l'embrasure de la porte. « Vous servirez puis mangerez dans la cuisine après que nous ayons terminé. Votre uniforme est dans le placard. » Quand Anne-Lise partit, Léa s'assit sur le lit et prit une profonde inspiration. « 6 mois, » se dit-elle. « 6 mois à vivre ici, à économiser chaque centime, et ensuite elle pourrait enfin se permettre de terminer ses études. Il fallait juste qu'elle se fasse discrète et fasse son travail. » Léa ne rencontra Gauthier Beaumont que le 3e jour de son arrivée au manoir. Elle époussetait la bibliothèque quand la porte s'ouvrit et un homme grand aux cheveux sombres et aux yeux fatigués entra. Il sembla surpris de la voir. « Vous devez être la nouvelle employée, dit-il. »« Oui, monsieur. Je suis Léa Dubois. » Elle garda les yeux baissés, se souvenant de l'avertissement d'Anne-Lise. Gauthier Beaumont. Il se dirigea vers le bar et se servit un verre, bien qu'il ne fût que 14 heures. « Ma femme vous a-t-elle déjà donné la liste complète des règles ?»« Oui, monsieur. » Gauthier rit, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. « J'en suis sûr. Eh bien, ne me laissez pas interrompre votre travail. » Il prit son verre et partit, et Léa se sentit se détendre. Il y avait quelque chose de triste en lui, quelque chose qui ne correspondait pas à l'homme riche et puissant qu'elle avait imaginé. Au cours des semaines suivantes, Léa s'installa dans une routine. Elle nettoyait, servait les repas et restait discrète. Anne-Lise était exigeante mais prévisible. Gauthier était rarement là, toujours à travailler tard ou enfermé dans son bureau. Les Beaumont se parlaient à peine. Au dîner, ils s'asseyaient aux extrémités opposées de la longue table, le silence n'étant brisé que par le cliquetis des couverts contre la porcelaine. Parfois, Léa surprenait Gauthier en train de fixer sa femme avec un regard qui aurait pu être de la nostalgie, mais Anne-Lise ne le remarquait jamais. Elle était trop occupée à consulter son téléphone ou à se plaindre de quelque chose qu'une de ses amies avait fait. Une nuit, après un dîner particulièrement tendu où Anne-Lise avait critiqué tout, de la nourriture au choix de cravate de Gauthier, Léa était en train de ranger quand elle entendit un bruit de verre brisé venant du jardin. Elle regarda par la fenêtre et vit Gauthier debout, un verre vide brisé à ses pieds. Elle aurait dû l'ignorer. Ce n'était pas son affaire. Mais quelque chose la poussa à prendre un balai et une pelle et à sortir. Gauthier était assis sur un banc de pierre, la tête entre les mains. Il leva les yeux en l'entendant approcher. « Je suis désolé pour le verre, monsieur, » dit Léa doucement. « Je vais le nettoyer. »« Ne vous donnez pas la peine, » dit Gauthier. « Ajoutez-le juste à la liste des choses que j'ai brisées. » Léa s'agenouilla et commença à balayer le verre malgré tout. « C'est mon travail. » Gauthier l'observa un instant.
Depuis combien de temps êtes-vous ici maintenant, Léa? 1 mois? 5 semaines, monsieur. Et que pensez-vous de cet endroit? Léa hésita. C'est une belle maison. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle leva les yeux vers lui, le regarda vraiment pour la première fois. Ses yeux avaient la couleur de l'océan après une tempête, et il y avait en eux une douleur qui semblait trop profonde pour quelqu'un qui avait tout. « Vous êtes la seule dans cette maison qui ne me ment pas avec un sourire, » dit-il doucement. Léa se leva, la pelle pleine de verre brisé. « C'est parce que je ne vous dois rien, et je ne veux rien de vous, sauf la paix. » Gauthier la regarda, surpris par son honnêteté. Puis il rit, un vrai rire cette fois. « Soit, je tâcherai de briser mes verres ailleurs dorénavant. » Léa hocha la tête et se tourna pour partir. « Léa !» l'appela Gauthier. « Merci. » Elle ne demanda pas pourquoi il la remerciait. Elle hocha de nouveau la tête et rentra dans la maison, essayant d'ignorer l'étrange sensation dans sa poitrine. Après cette nuit dans le jardin, quelque chose changea. Gauthier commença à prendre son petit déjeuner dans la cuisine, au lieu de son bureau, posant à Léa de simples questions sur sa journée ou sa vie avant de venir travailler pour eux. Il était toujours respectueux, sans jamais dépasser les limites, mais Annelise remarqua le changement immédiatement. « Mon mari semble s'intéresser à vous », dit-elle un matin, alors que Léa faisait le lit. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Madame Beaumont. Ne faites pas l'ingénue avec moi. » La voix d'Annelise était sèche. « Gauthier ne parle pas au personnel. Il me parle à peine, et soudain il prend son petit déjeuner dans la cuisine comme un quidam. Je ne fais que servir ses repas, Madame Beaumont. C'est tout. » Annelise s'approcha, son parfum si fort qu'il fit venir les larmes aux yeux de Léa. « Laissez-moi être très clair. Le nom Beaumont a une signification dans cette ville. Je ne permettrai pas qu'il soit terni par une femme de chambre qui ne connaît pas sa place. »« Ça, je connais ma place, » dit Léa, sa voix ferme malgré la colère qui montait en elle. « Je suis ici pour faire un travail, et c'est tout ce que je fais. Veillez à ce que cela reste ainsi. » Annelise se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Et dorénavant, ce sera moi qui servirai le petit déjeuner. » Léa eut envie de démissionner sur le champ. Elle n'avait jamais laissé personne lui parler de cette façon, pas depuis qu'elle avait quitté la maison de sa mère à 18 ans. Mais elle pensa à l'argent qu'elle économisait, au diplôme en gestion qu'elle était si près de terminer, et elle ravala sa fierté. Pendant la semaine qui suivit, elle évita Gauthier autant que possible. Quand il entrait dans une pièce, elle trouvait une raison de partir. Quand il lui parlait, elle répondait le strict minimum puis s'excusait. C'était mieux ainsi, se disait-elle, plus sûre. Mais une nuit, alors qu'elle terminait dans la cuisine, Gauthier entra, cherchant une collation tardive. « Vous m'avez évité, dit-il, appuyé contre le comptoir. J'ai été occupé, monsieur. Annelise vous a-t-elle dit quelque chose ?» Léa se concentra sur le nettoyage du comptoir déjà propre. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Gauthier soupira. « Si, vous savez, ma femme pense qu'elle est propriétaire des gens, surtout de moi. Mais elle ne vous possède pas, Léa. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ce n'est qu'un travail pour moi. Je ne suis pas ici pour m'immiscer dans votre mariage. C'est ce que vous pensez? Que j'essaie de vous impliquer dans mon mariage ?» Léa le regarda enfin. « Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, mais j'ai besoin de ce travail, et je n'ai pas besoin de complications. Je n'essaie pas de compliquer votre vie, » dit Gauthier, sa voix douce. « Je n'ai pas eu de conversation honnête avec qui que ce soit depuis des années, pas avant cette nuit dans le jardin avec vous. »« Car il y a des thérapeutes pour ça, monsieur. » Gauthier rit. « Vous n'avez vraiment pas la langue dans votre poche, n'est-ce pas ?» Malgré elle, Léa sourit. « Pas habituellement, non. C'est ce que j'aime chez vous. Tous les autres dans ma vie sont si prudents, si calculateurs. Même ma femme. Surtout ma femme. Pourquoi me dites-vous cela ?» Gauthier s'éloigna du comptoir. « Je ne sais pas. Peut-être parce que vous êtes la seule personne qui pourrait réellement me dire la vérité. » Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Et Léa resta longtemps dans la cuisine après cela, essayant de donner un sens à la conversation et aux sentiments qu'elle avait éveillés en elle. L'été fit place à l'automne, et la tension dans la maison Beaumont s'épaississait de jour en jour. Annelise passait de plus en plus de temps dehors, à des galas de charité et des déjeuners avec des amis. Gauthier travaillait de plus longues heures, mais trouvait toujours le temps de parler à Léa, la trouvant dans la cuisine, le jardin ou la bibliothèque. Leurs conversations commencèrent modestement, des livres qu'ils avaient lus, des endroits où ils étaient allés, des rêves qu'ils avaient. Mais au fil des semaines, elles devinrent plus profondes. Gauthier lui parla de la pression de diriger l'entreprise familiale, du mariage sans amour qu'il avait contracté parce qu'on l'attendait de lui. Léa partagea des histoires sur son enfance pauvre, sur la perte de son père à l'âge de 12 ans, sur la façon dont elle finançait ses études supérieures semestre après semestre. « Pourquoi l'avez-vous épousé ?» demanda Léa un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin.
regardant le coucher de soleil. C'était son jour de congé, mais elle n'avait nulle part où aller, et Gauthier l'avait invitée à le rejoindre pour un café. « Annelise ?» Gauthier soupira. C'était une fusion plus qu'un mariage. Sa famille avait les relations mondaines dont la mienne avait besoin. Ma famille avait l'argent que la sienne voulait. Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants, et tout le monde a toujours dit que nous finirions ensemble. Au bout d'un moment, j'ai juste cessé de me poser des questions. « L'aimez-vous » Gauthier la regarda, les yeux tristes. « J'ai essayé. Pendant des années, j'ai vraiment essayé. Mais comment aimer quelqu'un qui n'aime que ce que vous représentez, pas qui vous êtes ?» Léa n'eut pas de réponse à cela. Elle sirota juste son café et regarda le ciel passer de l'orange au violet, puis au bleu profond. « Et vous ?» demanda Gauthier. « Avez-vous déjà été amoureuse ?»« Une fois, » admit Léa. « À l'université. C'était un étudiant en art, toujours couvert de peinture. Nous sommes restés ensemble pendant 2 ans, mais ensuite ses parents ont déménagé en Californie, et il est parti avec eux. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire de relation à distance. « Tant pis pour lui, » dit Gauthier, et la façon dont il la regarda fit battre le cœur de Léa plus vite. « C'était il y a longtemps, » dit-elle en se levant. « Je devrais y aller. Je commence tôt demain. » Gauthier se leva aussi, soudain très près d'elle. « Léa, je... » « Non, » dit-elle doucement. « S'il vous plaît, ne dites rien que nous pourrions regretter tous les deux. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre, le cœur battant dans sa poitrine. C'était un terrain dangereux, et elle le savait. Mais elle ne pouvait pas nier l'attirance qu'elle ressentait pour lui, la connexion qui s'était tissée entre eux au cours de ces derniers mois. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Léa prit une décision. Elle donnerait sa démission le lendemain matin. Elle avait presque assez économisé pour son dernier semestre, et elle pourrait trouver un autre emploi pour combler la différence. Ça ne valait pas le coup de risquer son cœur ou sa réputation pour un homme qui appartenait à quelqu'un d'autre. Mais le matin venu, Annelise l'attendait dans la cuisine, un sourire froid sur son visage parfait. « J'ai remarqué que vous passez beaucoup de temps avec mon mari dernièrement, » dit-elle, sa voix glaciale. « Nous parlons juste parfois, Madame Beaumont, c'est tout. »« Ah oui ? Parce que de là où je me tiens, ça ressemble à bien plus que de simples discussions. » Annelise sortit son téléphone et montra à Léa une photo d'elle et de Gauthier dans le jardin la veille au soir, assis proches l'un de l'autre alors que le soleil se couchait. « Qui a pris ça ?» demanda Léa, sa voix à peine un murmure. « Est-ce important ? Ce qui compte, c'est ce que les gens penseraient s'ils voyaient ça. Ce qu'ils diraient d'une femme de chambre qui passe ses soirées seule avec son employeur marié. Rien ne s'est passé. Pas encore, dit Annelise, rangeant son téléphone. Mais quelque chose allait se passer, n'est-ce pas? J'ai vu la façon dont il vous regarde, la façon dont vous le regardez. Léa redressa ses épaules. J'allais donner ma démission aujourd'hui. Vous n'avez plus à vous soucier de moi. Oh, mais je m'inquiète, Léa. Je m'inquiète de ce qu'un tel scandale ferait au nom Beaumont. Je m'inquiète de ce que cela ferait à votre réputation, à votre avenir. Le sourire d'Annelise s'élargit. Ce serait dommage que vous ne puissiez pas terminer ce diplôme en gestion pour lequel vous avez travaillé si dur. Léa se sentit glacée de partout. Que voulez-vous de moi? C'est simple, vraiment. Vous allez rester et vous allez garder vos distances avec mon mari. Et en échange, je ne ruinerai pas vos 2 vies. Annelise tapota la joue de Léa. Nous nous comprenons, n'est-ce pas? Avant que Léa ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit et Gauthier entra. Il s'arrêta en les voyant, ses yeux passant du sourire triomphant d'Annelise au visage pâle de Léa. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. « Rien, chérie, » dit Annelise, sa voix soudain douce. Léa et moi discutions juste de quelques changements dans ses fonctions. « N'est-ce pas, Léa ?» Léa regarda Gauthier, la préoccupation dans ses yeux, et sut qu'elle ne pouvait pas risquer tout ce pour quoi elle avait travaillé. Pas même pour lui. « Oui, Madame Beaumont, » dit-elle doucement. « Nous parlions juste. » Mais le regard sur le visage de Gauthier lui dit qu'il n'y crut pas une seule seconde. Pendant 2 semaines après la menace d'Annelise, Léa garda ses distances avec Gauthier. Elle servait les repas en silence, nettoyait les pièces seulement quand elles étaient vides, et prenait ses pauses dans sa chambre au lieu du jardin. Chaque fois que Gauthier essayait de lui parler, elle trouvait une excuse pour partir. C'était plus sûr ainsi, se disait-elle. Elle ne pouvait pas risquer de perdre tout ce pour quoi elle avait travaillé, pas quand elle était si proche de terminer ses études. Mais la douleur dans sa poitrine grandissait chaque jour, et le manoir qui avait autrefois ressemblé à une prison ressemblait maintenant à un tombeau. Gauthier remarqua le changement immédiatement. Il la rattrapa dans le couloir un après-midi, alors qu'elle portait des serviettes propres à la salle de bain des invités. « Léa, attendez, » dit-il, lui touchant doucement le bras. « S'il vous plaît, parlez-moi. »« Je ne peux pas, monsieur Beaumont. » Elle ne le regarda pas. « J'ai du travail. Ça fait 2 semaines. Vous ne voulez même pas me regarder.
Qu'est-ce qu'Annelise vous a dit ce matin-là dans la cuisine? Léa rencontra enfin ses yeux, et la douleur qu'elle y vit correspondait à la sienne. Rien qui ne fût vrai. C'est-à-dire quoi exactement? Que je suis une employée, que je dois me souvenir de ma place. Elle prit une profonde inspiration, que tout ce qui se passe entre nous ne peut pas se passer. Gauthier passa une main dans ses cheveux, la frustration clairement visible sur son visage. Il n'y a rien de mal à ce que deux personnes discutent, à ce qu'elles soient amies. C'est ce que nous sommes? Des amis? Léa secoua la tête. Nous savons tous les deux que c'est plus que ça. Les mots restèrent suspendus entre eux. C'était la première fois que l'un d'eux reconnaissait les sentiments qui avaient grandi depuis des mois. Oui, dit Gauthier doucement. C'est plus que ça. Du moins pour moi. Léa ferma les yeux, luttant contre les larmes qui menacèrent de tomber. Peu importe ce que nous ressentons, vous êtes marié à une femme qui a épousé mon compte en banque, pas moi. Une femme qui ne m'a pas regardé avec de véritables émotions depuis des années, si tant est que cela soit arrivé. Cela ne change rien. J'ai besoin de ce travail, Gauthier. J'ai besoin de terminer mes études. Je ne peux pas risquer cela, pas même pour... Elle laissa sa phrase en suspens. Pas même pour quoi, insista-t-il. Pas même pour vous, murmura-t-elle. Gauthier s'approcha assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, une odeur qui lui était devenue aussi familière que la sienne. Et si je vous disais que vous n'aviez pas à choisir, que vous pouviez avoir les deux? De quoi parlez-vous? J'y pense depuis des semaines. Je peux vous aider à terminer vos études. Pas comme un cadeau, pas comme une charité, mais comme un investissement dans votre avenir, dans notre avenir. Léa recula secouant la tête. Je ne veux pas de votre argent, Gauthier. Ce n'est pas pour ça que je... Je le sais, l'interrompit-il. C'est l'une des raisons pour lesquelles je... Il marqua une pause, puis continua plus doucement. L'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de vous. Les mots frappèrent Léa comme un coup physique. Amour. C'était trop grand, trop dangereux. Vous ne savez pas ce que vous dites, dit-elle, sa voix tremblante. Si, je sais. Pour la première fois depuis des années, je sais exactement ce que je veux. Gauthier lui prit la main. Je vous veux, Léa. Pas comme ma femme de chambre, pas comme mon secret, mais comme ma partenaire, mon égale. Et Annelise? Et votre mariage? C'est fini depuis des années. Nous ne l'avons simplement pas admis. Je lui parlerai, je demanderai le divorce. Je ferai tout ce qu'il faut. Léa voulait le croire, voulait jeter la prudence aux quatre vents et se jeter dans ses bras. Mais la vie lui avait appris que rien n'était jamais aussi simple, surtout pour les gens comme elle. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. C'est trop. Gauthier hocha la tête, lâchant sa main. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais s'il vous plaît, ne me repoussez plus. Je ne peux pas le supporter. Je ne le ferai pas, promit-elle. Et cette fois, quand elle s'éloigna, son cœur se sentit à la fois plus lourd et plus léger. Cette nuit-là, Léa ne put dormir. Elle se tourna et se retourna, les mots de Gauthier résonnant dans son esprit. Amour, avenir, partenaire, des mots qu'elle n'avait jamais cru entendre de lui, des mots qui l'excitaient et la terrifiaient à la fois. Vers minuit, elle renonça au sommeil et décida d'aller chercher un verre d'eau à la cuisine. La maison était sombre et silencieuse, tandis qu'elle descendait les escaliers de service, prenant soin de ne faire aucun bruit. Elle était juste en train d'ouvrir le réfrigérateur quand elle entendit des voix venant du bureau de Gauthier, de l'autre côté du couloir. La porte était légèrement entr'ouverte et la lumière se répandait dans le couloir obscurci. « Depuis combien de temps ça dure ?» La voix d'Annelise, froide de fureur. « Rien ne dure, » répondit Gauthier, l'air fatigué. « Nous parlons juste. Ne me mens pas, Gauthier. J'ai vu la façon dont tu la regardes, la façon dont tu trouves des excuses pour être dans la même pièce. Tu crois que je suis aveugle ? Non, mais je pense que tu as cessé de te soucier de moi en tant que personne il y a longtemps. » Il y eut une pause, puis Annelise rit un son rauque et sans humour. « Alors il s'agit de s'apitoyer sur ton sort, pauvre petit riche, coincé dans un mariage sans amour, trouvant du réconfort auprès du personnel ? Ne l'appelle pas comme ça, » dit Gauthier, sa voix soudainement sèche. « Elle s'appelle Léa, et elle a plus de dignité et d'intelligence que la moitié des gens de ton cercle mondain. Oh mon Dieu !» La voix d'Annelise tomba à un murmure. « Tu es amoureux d'elle. » Léa retint son souffle, attendant le démenti de Gauthier. Il ne vint pas. « Oui, dit-il simplement. Je le suis. » Le bruit de verre brisé fit sursauter Léa. Elle imagina Annelise jetant un de ses verres en cristal contre le mur, quelque chose qu'elle avait déjà fait quand elle était en colère. « As-tu perdu la tête ?» siffla Annelise. « As-tu la moindre idée de ce que cela ferait à notre réputation? Aux affaires, le nom Beaumont serait la risée de tous. Je me moque du nom maintenant. Je me soucie d'être heureux, d'être avec quelqu'un qui me voit pour ce que je suis, pas pour ce que je peux lui donner. Et tu penses qu'elle te voit? Vraiment te voit?
Réveille-toi, Gauthier. Elle voit ton argent, ton pouvoir, ton moyen d'échapper à la corvée de récurer les toilettes pour vivre. Ça suffit. La voix de Gauthier était comme de l'acier. Je n'ai pas planifié ça, Anne-Lise. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais je ne peux plus vivre comme ça, à faire semblant que notre mariage est autre chose qu'un arrangement commercial. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer? Tu veux jeter 15 ans par-dessus bord pour une fille à peine plus âgée que notre mariage? Je dis que je veux une chance d'être vraiment heureux. Ne le veux-tu pas aussi? Nous savons tous les deux que tu ne m'aimes pas, Anne-Lise. Tu ne m'as jamais aimé. Il y eut un long silence, et Léa envisagea de se faufiler à l'étage. Elle ne devrait pas écouter cette conversation privée. Mais alors Anne-Lise parla de nouveau, sa voix étrangement calme. « Tu as raison, je ne t'ai jamais aimé. J'ai aimé ce que tu représentais, la sécurité, le statut, la vie dont j'avais toujours rêvé. » Une pause. « Et il est hors de question que je te laisse me l'enlever maintenant. Je n'essaie pas de te laisser sans rien. Je serai juste dans le divorce. » Anne-Lise rit de nouveau, ce même son sans humour. « Juste? Tu crois que c'est une question d'argent? Il s'agit de me humilier devant tous ceux que nous connaissons. Il s'agit de toi qui me jettes pour la bonne. Zélie n'est pas qu'une. Si tu prononces son nom une fois de plus, je jure devant Dieu, Marcel, que je te le ferai regretter. Je vous le ferai regretter à tous les deux. » Zélie en avait assez entendu. Elle recula discrètement de la cuisine et se hâta vers sa chambre à l'étage, le cœur battant. C'était exactement ce qu'elle redoutait, la raison exacte pour laquelle elle avait tenté de garder ses distances avec Marcel. Elle s'assit sur son lit, les mains tremblantes. Elle devrait partir tout de suite, faire ses valises et s'en aller avant que la situation ne s'aggrave. Mais où irait-elle? Elle avait rendu son appartement en prenant ce poste logé. Elle n'avait pas encore assez économisé pour un nouveau logement et son dernier semestre d'études. Et puis, il y avait Marcel. L'idée de ne plus jamais le revoir, de ne plus entendre son rire, ni sentir la chaleur de son regard, lui serrait la poitrine. Elle aussi était amoureuse de lui depuis des mois, bien qu'elle ne se soit jamais permis de l'admettre. Un léger coup frappé à sa porte la fit sursauter. Elle ouvrit et trouva Marcel, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu as entendu ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Zélie hocha la tête. « J'allais chercher de l'eau. Je ne voulais pas écouter aux portes. » Marcel entra dans la chambre et referma la porte derrière lui. « Je suis désolé que tu aies dû l'entendre ainsi. Je voulais te parler d'abord, t'expliquer. Tu lui as dit que tu m'aimais, » dit Zélie doucement. « Parce que c'est le cas. » Marcel prit ses mains dans les siennes. « Je sais que c'est compliqué, je sais que le moment est mal choisi, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Quand je suis avec toi, je me sens moi-même pour la première fois depuis des années. Charest a menacé de nous le faire regretter à tous les deux. Adeline aime menacer. C'est comme ça qu'elle a toujours obtenu ce qu'elle voulait. Mais elle ne peut pas nous faire de mal, pas vraiment. Tu ne sais rien de ça. » Zélie retira ses mains. « Je devrais partir. Je devrais trouver un autre emploi, finir mes études ailleurs. Fuir ne résoudra rien, » dit Marcel. « S'il te plaît, Zélie, donne-nous une chance. Donne-moi le temps de régler les choses avec Adeline. Je parlerai à un avocat demain, je lancerai la procédure de divorce. Et moi, alors, je suis toujours ton employé. Les gens parleront, ils diront des choses horribles sur nous deux. Alors démissionne. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais tout de suite. Tu n'es plus mon employé. » Marcel fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe. « Ceci est pour toi. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas de la charité. C'est un prêt, si tu veux le voir ainsi. Assez pour finir tes études et trouver ton propre chez-toi. » Zélie fixa l'enveloppe, mais ne la prit pas. « Je ne peux pas accepter ça. Bien sûr que si, parce que tu sais que je n'essaie pas de t'acheter. J'essaie de te libérer. » Elle leva les yeux vers lui, vers la sincérité de son regard, et prit lentement l'enveloppe. « Je te rembourserai. Chaque centime. Je sais que tu le feras. » Marcel sourit, le soulagement visible sur son visage. « Alors tu restes? À Nice, je veux dire? »« Je reste, » dit Zélie. « Mais pas ici, pas dans cette maison. Bien sûr que non. Je t'aiderai à trouver un endroit demain. Et puis, quand les choses seront réglées avec Adeline, quand la poussière sera retombée, alors on verra, » acheva Zélie pour lui. « Un pas à la fois, Marcel. » Il hocha la tête, comprenant la prudence dans sa voix. « Un pas à la fois. » Avant de partir, il se pencha et lui embrassa la joue. Un contact si doux que cela lui brisa presque le cœur. « Bonne nuit, Zélie. Bonne nuit, Marcel. » Après son départ, Zélie toucha sa joue, là où ses lèvres s'étaient reposées, se permettant d'espérer, juste un peu, que peut-être cette chose impossible pourrait après tout fonctionner. Le lendemain matin, Zélie se réveilla tôt et fit ses valises. Cela ne prit pas longtemps. Elle n'avait jamais eu grand-chose. L'enveloppe que Marcel lui avait donnée était bien rangée dans son sac, promesse d'un nouveau départ. Elle venait de fermer sa valise quand on frappa à sa porte.
S'attendant à Marcel, elle ouvrit avec un sourire qui s'évanouit rapidement en voyant Adeline se tenir là. « Vous partez quelque part ?» demanda Adeline, l'œil sur la valise. « Je m'en vais, » dit simplement Zélie. « J'ai décidé de démissionner. Quelle commodité, juste après que mon mari vous déclare son amour. » Zélie leva le menton. « Je ne vous dois aucune explication, Madame Dubois. J'ai bien fait mon travail et maintenant je passe à autre chose. » Adeline entra dans la chambre, forçant Zélie à reculer. « Vous pensez que c'est si simple? Vous pensez pouvoir simplement partir avec mon mari et vivre heureuse pour toujours? Je ne vous prends rien. Je m'en vais, c'est tout. Avec son argent dans votre poche. » Adeline fit un signe de tête vers le sac de Zélie. « Ça, oui, je sais tout de son petit cadeau pour vous. Vous a-t-il dit qu'il prévoyait de divorcer de moi, qu'il veut être avec vous? C'est entre vous et Marcel. » « Non, c'est entre nous trois maintenant. » Les yeux d'Adeline étaient durs. « Avez-vous une idée de ce qu'un tel scandale ferait à votre précieux diplôme de commerce? Qui vous embaucherait, après qu'il soit su que vous vous êtes frayé un chemin jusqu'à la fortune des Dubois? Ce n'est pas ce qui s'est passé, et vous le savez. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est ce que les gens croient qu'il s'est passé. Et dans cette ville, les gens croiront tout ce que je leur dirai. » Adeline sourit, ses lèvres se tordant froidement. « J'ai des amis dans chaque banque, chaque grande entreprise, chaque université de la région. Un seul mot de ma part, et ces portes vous seront fermées pour toujours. » Zélie sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle refusa de montrer sa peur. « Vous me menacez? Je vous donne le choix. Quittez la ville aujourd'hui, retournez d'où vous venez, et j'oublierai que vous avez jamais existé. Restez, essayez de construire une vie avec mon mari, et je ferai en sorte que ni l'un ni l'autre ne connaissent un instant de paix. » Avant que Zélie ne puisse répondre, la porte s'ouvrit de nouveau, et Marcel entra. Il regarda le visage pâle de Zélie et le sourire triomphant d'Adeline et comprit immédiatement. « Ça suffit, Adeline, » s'est dit-il, sa voix basse. « Tu as fait passer ton message. Maintenant, laisse Zélie tranquille. »« Ou quoi, mon chéri ?» Adeline croisa les bras. « Tu la choisiras elle plutôt que l'entreprise familiale? Plutôt que tout ce que nous avons construit? Parce que c'est ce qui est en jeu ici. Mon père siège au conseil d'administration, tu te souviens? Et il n'est pas le seul à être dégoûté d'apprendre que tu m'as quitté pour l'employé de maison. Arrête de l'appeler comme ça, » dit Marcel entre des dents serrées. « C'est ce qu'elle est, Marcel. C'est tout ce qu'elle sera jamais pour des gens comme nous. Tu es peut-être épris maintenant, mais combien de temps avant que tu ne réalises que vous n'avez rien en commun? Qu'elle ne peut absolument pas s'intégrer dans ton monde? » Zélie en avait assez entendu. Elle saisit sa valise et son sac. « Je dois y aller. »« Zélie, attends. » Marcel lui attrapa le bras. « Ne la laisse pas faire ça. Ne la laisse pas t'effrayer. »« Je n'ai pas peur, » dit Zélie, regardant directement Adeline. « Je suis dégoûté. Et j'en ai assez de faire partie de ça, quoi que ce soit. »« Alors tu pars ?» demanda Marcel, la douleur dans la voix. « Je quitte cette maison. Je ne quitte pas la ville. Et je ne fuis pas. » Zélie le regarda, voulant qu'il comprenne. « J'ai besoin de me tenir sur mes propres pieds, Marcel. J'ai besoin de finir mes études, de construire ma vie. Et tu dois régler ton mariage sans que je sois au milieu. Sans et si j'ai déjà décidé, si je sais ce que je veux, alors tu le sauras encore quand le moment sera venu. » Adeline rit. « Comme c'est noble, la femme de ménage s'en va avec rien d'autre que sa dignité. C'est l'histoire que vous vous racontez ?» Zélie se tourna vers elle. « Je m'en vais avec tout ce qui compte. Mon respect de moi-même, mon avenir, et oui, ma dignité, quelque chose que vous ne comprendriez pas. » Elle les dépassa tous les deux et se dirigea vers la porte, le cœur battant mais la résolution ferme. Ce n'était pas un adieu, pas vraiment. C'était juste une pause, une chance pour elle et Marcel d'être sûrs avant de tout risquer. « Zélie » appela Marcel derrière elle. « Où iras-tu » Elle se retourna une dernière fois. « Ça ira, ça va toujours. » Et puis elle fut partie, marchant le long de la longue allée avec sa valise à la main, tout comme elle était arrivée des mois auparavant. Mais elle n'était plus la même personne, et Marcel non plus. Zélie trouva un petit appartement près du campus universitaire et utilisa une partie de l'argent de Marcel pour payer le dépôt de garantie et le premier mois de loyer. Le reste, elle le mit de côté pour ses frais de scolarité, déterminée à le rembourser dès que possible. Pendant 2 semaines, elle n'eut aucune nouvelle de lui. Elle essaya de se concentrer sur son inscription pour son dernier semestre, sur la recherche d'un emploi à temps partiel, compatible avec son emploi du temps de cours. Elle essaya de ne pas penser à Marcel, au regard dans ses yeux quand elle était partie, aux menaces qu'Adeline avait proférées. Puis, un après-midi pluvieux, alors qu'elle sortait de la bibliothèque universitaire, elle le vit. Marcel se tenait sous un parapluie, l'attendant. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle. « Ce n'était pas difficile. Il n'y a pas tant d'écoles de commerce à Nice.
Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « On peut parler? Prendre un café, peut-être » Ils trouvèrent un petit café près du campus, presque vide, en milieu d'après-midi. Marcel avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux et de nouvelles rides sur son visage. « J'ai demandé le divorce, » dit-il dès qu'ils s'assirent. « Le lendemain de ton départ. » Zélie hocha la tête, ne sachant que dire. « Comment Adeline l'a-t-elle pris ?»« Environ aussi bien que tu pourrais t'y attendre. Elle conteste tout, essaie de faire traîner les choses. Son père menace de retirer ses parts de l'entreprise. C'est un désordre total. » Marcel passa une main dans ses cheveux. « Mais je m'en fiche, ça en vaut la peine. Tu es sûr? On dirait que tu perds beaucoup. Je gagne davantage. » Marcel tendit la main à travers la table et prit la sienne. « J'ai été malheureux pendant des années, Zélie. Je faisais les choses machinalement, jouant un rôle dans une vie que je n'ai jamais vraiment voulu. Et puis tu es apparu. Et soudain, je me suis souvenu ce que c'était que d'être moi-même. » Zélie lui serra la main. « Tu m'as manqué. Toi aussi tu m'as manqué. Chaque jour. » Le pouce de Marcel traça des cercles sur sa paume. « Mais je ne suis pas venu ici juste pour te dire ça. Je suis venu te prévenir. »« Me prévenir? De quoi ?»« Adeline. » L'expression de Marcel s'assombrit. « Elle a posé des questions en ville, essayant de trouver des informations compromettantes sur toi. Et quand elle n'a rien trouvé, elle a commencé à inventer des choses. » Zélie eut des frissons. « Quel genre de choses? »« Que tu avais déjà fait ça, cibler des hommes riches, tenter de briser des mariages. » Que tu nous avais volé avant de partir. Rien de tout cela n'est vrai, mais elle le raconte à quiconque veut l'écouter. Et les gens la croient? Certains, oui. Elle est une Dubois maintenant, et à Nice, ça compte toujours. Marcel lui serra la main. Je me bats, je nie tout, mais je voulais que tu saches, que tu sois préparé. Zélie retira sa main, la colère montant en elle. Alors c'est sa vengeance? Essayer de ruiner ma réputation parce qu'elle ne peut pas garder son mari? Ça ne marchera pas. La vérité finira par éclater. Vraiment? Tu l'as dit toi-même. C'est une Dubois. Je ne suis qu'une... » Zélie laissa sa phrase en suspens. « Tu n'es que la femme que j'aime, » acheva Marcel. « La femme avec qui je veux construire ma vie, si tu me le permets. » Zélie le regarda, vit la sincérité dans ses yeux et sentit sa détermination flancher. « Marcel, je... » Son téléphone sonna, interrompant ce qu'elle était sur le point de dire. Elle y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. C'était le gérant du café où elle avait postulé. « Je dois prendre ça, » dit-elle à Marcel. « C'est pour un travail. » Il hocha la tête, et elle sortit pour répondre à l'appel. Ce fut bref et direct. Le poste avait été pourvu. Ils étaient désolés, mais ils avaient décidé de prendre quelqu'un d'autre. Quand elle revint à table, Marcel vit à son visage que quelque chose n'allait pas. « Que s'est-il passé ?»« Je n'ai pas eu le poste, » dit Zélie, se laissant retomber sur sa chaise. « C'est le 3e cette semaine. » La mâchoire de Marcel se crispa. « Adeline. Tu penses qu'elle y est pour quelque chose? Je sais qu'elle l'a fait. Elle met ses menaces à exécution, elle te ferme des portes. » Zélie sentit des larmes de frustration monter, mais elle les repoussa. Elle ne pleurerait pas. Pas ici. Pas maintenant. Que suis-je censé faire? J'ai besoin d'un travail, Marcel. Je ne peux pas vivre d'emprunt éternellement. Viens travailler pour moi, dit-il soudain. Pas comme femme de ménage, ni rien de tel. Mon entreprise a besoin d'une nouvelle assistante administrative au département marketing. C'est un poste de débutant, mais parfait pour quelqu'un qui termine ses études de commerce. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Tu es qualifié. Tu serais doué pour ça. Parce que ça ressemblerait exactement à ce dont Adeline m'accuse. T'utiliser pour progresser. Alors nous resterons professionnels au travail. Personne n'a besoin de savoir ce que nous sommes, quoi que nous soyons. « Que sommes-nous, Marcel ?» demanda Zélie doucement. « Qu'est-ce que c'est entre nous ?» Marcel la regarda longuement. « Si je t'avais rencontré en premier, dit-il enfin, sa voix n'étant qu'un murmure, j'aurais bâti le monde autour de ton cœur. » Ces mots frappèrent Zélie comme une douleur physique, un désir si profond qu'elle pouvait à peine respirer. « Mais tu ne l'as pas fait, » dit-elle, « et je ne suis pas une femme qui partage. Je ne te demande pas de partager. Je te demande d'attendre, juste un peu plus longtemps, jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, jusqu'à ce que nous puissions repartir de zéro. » Zélie voulait le croire, voulait dire oui à tout ce qu'il offrait. Mais quelque chose la retenait, une peur non pas d'Adeline ou de ses menaces, mais de se perdre elle-même dans ce tourbillon. « Il faut que je réfléchisse, » dit-elle finalement. « Au travail, à nous, à tout ça. » Marcel hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « Prends tout le temps qu'il te faut. Je ne vais nulle part. » Alors qu'ils quittèrent le café, la pluie avait cessé et le soleil de fin d'après-midi perçait les nuages. Marcel la raccompagna à sa voiture et avant qu'elle n'y monte, il lui embrassa la joue, tout comme il l'avait fait la nuit précédant son départ de la demeure.
Appelle-moi quand tu seras prête, dit-il. J'attendrai. Zélie le regarda s'éloigner, le cœur rempli à la fois d'espoir et de peur. Elle ne savait pas ce que le lendemain apporterait, quel nouveau défi Adeline pourrait leur jeter, mais pour la première fois de sa vie, elle n'affrontait pas ces défis seule. Et ça, pensa-t-elle en rentrant chez elle, ça valait la peine de se battre. Une semaine après leur rencontre au café, Zélie accepta l'offre d'emploi de Marcel. Elle avait besoin d'argent, et toutes les autres portes à Nice semblaient se fermer devant elle. Pour son premier jour aux entreprises du bois, elle porta sa meilleure tenue, une simple robe bleu marine et les boucles d'oreilles en perles que sa grand-mère lui avait laissées. Le bureau était au dernier étage d'un immeuble moderne du centre-ville, avec vue sur le port. Zélie prit une profonde inspiration avant de sortir de l'ascenseur, se rappelant qu'elle méritait d'être là, qu'elle était qualifiée pour ce poste, indépendamment de son lien avec Marcel. « Vous devez être Zélie Lambert », la salua une femme d'une quarantaine d'années avec un sourire aimable. « Je suis Patricia Lefebvre, directrice du département marketing. Bienvenue dans l'équipe. »« Merci de m'accueillir », dit Zélie, reconnaissante de cet accueil chaleureux. « Marcel, monsieur Dubois, a beaucoup loué vos compétences organisationnelles et votre éthique de travail. Nous sommes ravis de vous avoir à bord. » Zélie suivit Patricia jusqu'à un bureau petit mais bien rangé près de la fenêtre. Il y avait un nouvel ordinateur, un téléphone et une petite plante. « C'est votre espace, » dit Patricia. « Nous sommes un petit département, seulement 5 personnes avec vous. Nous gérons tout le marketing et les relations publiques de l'entreprise. »« C'est parfait, » dit Zélie, posant son sac. « Quand est-ce que je commence ?» Patricia sourit. « Tout de suite. Nous lançons une campagne la semaine prochaine pour le nouvel aménagement des quais, et nous sommes en retard. J'espère que vous êtes prête à vous y plonger. » Zélie passa sa première journée à apprendre les systèmes de l'entreprise, à rencontrer ses collègues et à se familiariser avec les supports marketing pour le projet des quais. Marcel passa brièvement la saluer, gardant un ton professionnel et une distance appropriée. Personne n'aurait pu deviner de leur interaction qu'il y avait quoi que ce soit entre eux au-delà d'une relation professionnelle. Cette nuit-là, alors que Zélie s'apprêtait à partir, son téléphone vibra avec un SMS de Marcel. « Dîner ce soir, pour fêter ton premier jour ?» Elle hésita avant de répondre. Ils avaient convenu de rester professionnels, d'attendre que le divorce soit prononcé. Mais ce n'était qu'un dîner, juste une fête. « Ok », répondit-elle par SMS. « Mais quelque part de tranquille, s'il te plaît. » Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant italien en périphérie de Nice, loin des lieux habituels de l'élite niçoise. Marcel l'attendait déjà dans une banquette d'angle quand elle arriva. « Comment s'est passé ton premier jour ?» demanda-t-il après qu'ils eurent recommandé. « Bien. » Zélie sourit. « Tout le monde est gentil, et le travail semble intéressant. Patricia est une excellente chef. Elle est avec l'entreprise depuis que mon père la dirigeait. L'une des rares à ne pas me traiter comme un simple héritier quand j'ai pris la relève. Comme moi, dit Zélie doucement. Marcel tendit la main à travers la table et prit la sienne. Exactement comme toi, tu n'as jamais vu le nom ou l'argent, juste moi. Ils parlèrent du travail, des cours à venir de Zélie, de tout sauf d'Adeline et du divorce. C'était une soirée parfaite, jusqu'à ce que Zélie remarque une femme à une table voisine en train de les photographier avec son téléphone. « Marcel, » murmura-t-elle, hochant la tête vers la femme. « Je crois que nous sommes observés. » Marcel jeta un coup d'œil, son expression s'assombrissant. « Une amie d'Adeline. J'aurais dû savoir qu'elle aurait des gens à nos trousses. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Nous sommes juste 2 personnes en train de dîner. Nous n'avons rien fait de mal. » Mais Zélie se sentait exposée, vulnérable. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Sortir en public comme ça. « Je ne vais pas me cacher, Zélie. Je n'ai pas honte de ce que je ressens pour toi. Il ne s'agit pas de honte. Il s'agit d'être intelligent. Adeline cherche des munitions et nous lui en donnons. » Marcel soupira. « Tu as raison. Je suis désolé. C'est juste, j'ai passé tant d'années à vivre selon les règles des autres. J'en ai assez. »« Je sais. » Zélie lui serra la main. « Mais encore un petit peu, d'accord? Jusqu'à ce que les choses se tassent. » Ils terminèrent leur dîner rapidement après cela, et Marcel insista pour payer un taxi pour ramener Zélie chez elle, plutôt que de la déposer lui-même. Alors qu'il se disait au revoir devant le restaurant, il lui embrassa la joue, un geste désormais familier qui semblait à la fois intime et contenu. « Je te verrai au travail demain, » dit-il. « Et Zélie, je pensais ce que j'ai dit avant. Je n'ai pas honte de nous, et je ne laisserai pas Adeline te faire du mal. » Zélie regarda sa voiture s'éloigner, souhaitant pouvoir croire que c'était une promesse qu'il pourrait tenir. Le lendemain matin, Zélie se réveilla au son de son téléphone qui vibrait sans arrêt. Elle avait 3 appels manqués de Patricia et un SMS qui disait simplement «
Appelle-moi. Urgent. Un nœud se forma dans l'estomac de Zélie alors qu'elle composait le numéro de sa patronne. Patricia? C'est Zélie? Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous vu le carnet mondain niçois ce matin? La voix de Patricia était tendue d'inquiétude. Non, pourquoi? Quelqu'un leur a envoyé des photos de vous et Marcel au dîner d'hier soir. Ils publient une histoire suggérant que votre relation est la raison pour laquelle vous avez obtenu le poste. Zélie ferma les yeux, se sentant mal. Ce n'est pas vrai. Je le sais, dit Patricia rapidement. Vous êtes qualifié pour ce poste et c'est pourquoi je vous ai embauché. Mais l'histoire cause déjà des problèmes. Le conseil d'administration pose des questions et le père d'Adeline exige des réponses. Que dit Marcel? Il est en réunion d'urgence toute la matinée. Il ne peut même pas prendre mes appels. Patricia soupira. Zélie, je ne veux pas faire ça, mais je pense qu'il serait préférable que vous ne veniez pas aujourd'hui, juste le temps que nous réglions cela. Zélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous me renvoyez? Non, non, absolument pas. C'est juste une période de mise au vert. Payée, bien sûr. Je vous appellerai dès que j'en saurai plus. Après avoir raccroché, Zélie s'assit sur son lit, engourdie par le choc. Un seul dîner. C'est tout ce qu'il avait fallu à Adeline pour commencer à démanteler la nouvelle vie qu'elle essayait de construire. Son téléphone sonna de nouveau, et cette fois, c'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Est-ce Zélie Lambert ?» demanda une voix d'homme quand elle répondit. « Oui, qui est-ce ?»« David Leclerc du Nice Matin. J'espérais obtenir votre commentaire sur l'histoire parue dans le carnet mondain ce matin. Est-ce que vous et Marcel Dubois avez une liaison ?» Zélie raccrocha immédiatement, les mains tremblantes. C'était un cauchemar. Elle éteignit son téléphone et essaya de réfléchir. Elle avait besoin de parler à Marcel, de savoir ce qui se passait à l'entreprise, mais elle n'avait aucun moyen de le joindre à présent. À midi, elle ne pouvait plus supporter d'attendre. Elle ralluma son téléphone pour trouver 5 autres appels manqués de journalistes et un SMS de Marcel. « Ne parle à personne. Je m'en occupe. Je t'appellerai dès que je le pourrai. » Zélie arpentait son petit appartement, se sentant piégée. C'était exactement ce qu'elle avait craint, la raison exacte pour laquelle elle avait été si prudente. Adeline mettait ses menaces à exécution, transformant ce qui était privé et précieux en quelque chose de banal et de scandaleux. Finalement, vers 6 heures du soir, on frappa à sa porte. Elle regarda par le judas et vit Marcel se tenir là, l'air épuisé. « Je peux entrer ?» demanda-t-il quand elle ouvrit la porte. Zélie s'écarta pour le laisser entrer. Que s'est-il passé aujourd'hui? Annabelle s'est passée. Guillaume passa une main dans ses cheveux, déjà en bataille, comme s'il avait fait ça toute la journée. Elle est allée voir le conseil d'administration avec ses photos, prétendant que je donnais des postes à ma... Son mot était « maîtresse ». Inès tressaillit à ce terme. Que leur as-tu dit? La vérité. Que tu es qualifié pour le poste, que Patricia t'a embauché, pas moi, et que notre relation personnelle, quelle qu'elle soit, n'a rien à voir avec ton emploi. T'ont-ils cru? Guillaume s'assit lourdement sur son canapé. Certains oui, d'autres étaient moins convaincus. Le père d'Annabelle était la voix la plus forte dans la pièce, bien sûr. Et mon travail? En sécurité pour l'instant. J'ai clairement indiqué que te licencier sans motif serait un motif de plainte pour discrimination. Il leva les yeux vers elle. Mais ça va être inconfortable pendant un certain temps. Les gens vont parler. Les gens parlent déjà, dit Inès, lui montrant son téléphone avec ses dizaines d'appels manqués de journalistes. C'est exactement ce que je craignais, Guillaume. Exactement pourquoi j'ai dit que nous devrions attendre. Je sais, et je suis désolé. Mais Annabelle aurait fait ça de toute façon. Elle cherchait juste un prétexte. Que veut-elle? Que veut-elle vraiment? Guillaume soupira. Le contrôle, le pouvoir, gagner, à tout prix. Elle a toujours été comme ça, même avant notre mariage. C'est une des choses que son père aimait chez elle, qu'elle ne recule jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'en tient au plan. Je continue de faire pression pour le divorce. Toi, tu fais profil bas au travail et tu te concentres sur tes cours. Et nous serons plus prudents quant à être vus ensemble. Inès s'assit à côté de lui sur le canapé, soudain épuisée. Combien de temps pouvons-nous vivre comme ça? Toujours sur nos gardes, toujours à nous inquiéter de ce qu'Annabelle fera ensuite. Pas pour toujours, promit Guillaume, prenant sa main. Le divorce sera prononcé un jour ou l'autre. Elle ne peut pas faire traîner les choses indéfiniment, peu importe ses efforts. Et ensuite, on part vivre une vie tranquille, comme si rien de tout cela n'était arrivé, comme si elle n'avait pas essayé de nous détruire tous les deux. Guillaume resta silencieux un instant. « Que veux-tu que je te dise, Inès? Que je regrette de t'avoir rencontré, d'être tombé amoureux de toi, parce que ce n'est pas le cas. Pas une seconde. » Inès posa sa tête sur son épaule, retenant ses larmes.
Je ne le regrette pas non plus. Je n'aurais jamais cru qu'aimer quelqu'un serait si difficile. Guillaume passa son bras autour d'elle, la serrant contre lui. Les meilleures choses le sont souvent. Ils restèrent ainsi longtemps, se réconfortant de la présence de l'autre, se demandant tous deux si leur amour était assez fort pour résister à la tempête qu'Annabelle avait déchaînée. Les semaines suivantes furent un tourbillon de murmures et de regards en coin au travail, de journalistes appelant le téléphone d'Inès, d'Annabelle, trouvant de nouvelles façons de leur rendre la vie difficile. Elle contesta chaque aspect du divorce, exigeant plus d'argent, plus de biens, plus de temps pour considérer ses options. Guillaume était à bout, essayant de gérer l'entreprise tout en menant une bataille personnelle chez lui. Inès se plongea dans son travail et ses cours, déterminée à prouver qu'elle méritait sa place, qu'elle n'était pas juste la maîtresse du patron. Un soir, alors qu'Inès quittait le bureau, Patricia l'arrêta. « Vous faites du bon travail », dit sa patronne. « Ne croyez pas que je ne l'ai pas remarqué. »« Merci », dit Inès, surprise par le compliment. « Ça signifie beaucoup pour moi. »« Tout cela finira par se calmer », continua Patricia. « Faites-moi confiance. Je suis ici depuis assez longtemps pour avoir vu de nombreux scandales aller et venir. Les gens ont la mémoire courte. J'espère que vous avez raison. » Patricia sourit. « C'est souvent le cas. Maintenant, rentrez chez vous et reposez-vous. Vous avez l'air épuisé. » Inès attendait l'ascenseur quand son téléphone sonna. C'était Guillaume. « Tu es toujours au bureau ?» demanda-t-il. « Je pars juste. Pourquoi ? J'ai besoin de te voir. Peux-tu me rejoindre au jardin public près de ton appartement dans 1 heure ?» Quelque chose dans sa voix rendit Inès mal à l'aise. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je t'expliquerai quand je te verrai. Juste, sois là, d'accord ?» L'heure s'écoula lentement, tandis qu'Inès rentrait chez elle, changeait de vêtements, puis marchait jusqu'au petit jardin public à 2 pâtés de maison de son appartement. Il était presque vide à cette heure de la soirée. Juste quelques joggeurs et des personnes promenant leurs chiens. Guillaume l'attendait sur un banc près du bassin, sa veste de costume jetée sur le dossier, sa cravate desserrée. Il leva les yeux en l'entendant approcher, et l'expression sur son visage lui serra le cœur. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « Annabelle est allée voir la presse, » dit-il, sa voix atone. « Pas juste les chroniques mondaines cette fois, les vraies infos. Elle donne des interviews racontant à quiconque veut l'entendre notre liaison. Comment tu m'as séduit alors que tu travaillais chez nous? Ce n'est pas vrai. Rien ne s'est passé pendant que je travaillais pour toi. Je sais, mais c'est sa parole contre la nôtre, et elle est une Beaumarchais. » Guillaume se frotta le visage avec ses mains. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence aujourd'hui. Il s'inquiète de l'image de l'entreprise, de la chute des cours de la bourse à cause du scandale. Inès se sentit glacée de partout. Qu'ont-ils dit? Ils veulent que je publie un communiqué niant tout. Ils veulent que je dise que notre relation est purement professionnelle, que les rumeurs sont infondées, donc mentir. Oui, et ils veulent que tu sois muté à notre bureau de Lyon. Même poste, même salaire, mais assez loin pour apaiser les rumeurs, comme ils disent. Inès se leva, la colère montant en elle. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas juste me renvoyer comme si j'étais le problème. Techniquement, ils le peuvent. C'est une mutation horizontale, pas une rétrogradation. Et si tu refuses, ils me vireront. Guillaume hocha la tête. Je me suis battu, Inès. Je te jure que je l'ai fait. Mais je suis en minorité. Le père d'Annabelle a trop d'influence, trop d'alliés au conseil. Alors qu'est-ce que tu dis? Que je devrais juste accepter ça? Déménager à Lyon et faire comme si nous n'avions jamais existé? Non. Guillaume se leva aussi, prenant ses mains dans les siennes. Je dis que j'en ai assez de jouer selon leurs règles. J'en ai assez de laisser Annabelle, son père et le conseil dicter ma vie, nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis prêt à tout quitter. L'entreprise, le nom Beaumarchais, tout. Si c'est ce qu'il faut pour être avec toi. Inès le regarda, choquée. Tu ne peux pas faire ça. L'entreprise, c'est ta vie, ton héritage. C'est toi ma vie maintenant, dit simplement Guillaume. Tout le reste n'est que des choses, de l'argent, du pouvoir. Rien de tout cela n'a d'importance si je suis malheureux. Inès retira ses mains, secouant la tête. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds tout ce pourquoi tu as travaillé. Ça, ce ne serait pas à cause de toi. Ce serait à cause de moi. Parce que j'ai enfin trouvé quelque chose, quelqu'un, pour qui il vaut la peine de se battre. Il doit y avoir un autre moyen, insista Inès. Un moyen qui n'implique pas que l'un de nous renonce à ses rêves. Guillaume resta silencieux un instant, réfléchissant. Peut-être bien. Mais cela signifierait jouer le jeu d'Annabelle, au moins pour un temps. Que veux-tu dire? Je veux dire lui donner ce qu'elle veut, ou ce qu'elle croit vouloir. La laisser penser qu'elle a gagné. Je publierai le communiqué que le conseil veut.
niant notre relation. Tu accepteras la mutation à Lyon. Guillaume, non. Écoute-moi. Tu acceptes la mutation, mais tu demandes quelques semaines pour boucler les choses ici. Pendant ce temps, j'accélérerai les procédures de divorce. Je donnerai à Annabelle plus d'argent, plus de biens, tout ce qu'il faudra pour la faire signer rapidement les papiers. Et ensuite, et puis, quand tout sera terminé, quand je serai légalement libre et que la poussière sera retombée, je démissionnerai de mon poste de PDG. Mais tu as dit que l'entreprise est ton héritage. Oui, mais les héritages changent. J'y pense depuis un certain temps, même avant que nous nous rencontrions. Je suis fatigué du monde de l'entreprise, de la politique et de la pression. J'ai discrètement travaillé sur des projets de fondation, quelque chose qui utiliserait la fortune des Beaumarchais pour le bien réel, au lieu de juste faire plus d'argent. Inès cligna des yeux, surprise. « Tu ne m'as jamais dit ça. Je n'étais pas sûr que ce soit plus qu'un rêve jusqu'à récemment, jusqu'à ce que tu me montres qu'il y a plus dans la vie que de suivre le chemin tracé pour toi. » Guillaume reprit ses mains. « Alors qu'en dis-tu? Peux-tu me faire confiance juste un peu plus longtemps? Peux-tu croire que je te choisis, non par caprice ou rébellion, mais parce que t'aimer a fait de moi un homme meilleur ?» Inès le regarda dans les yeux, cherchant le moindre doute, la moindre hésitation. Elle n'en trouva aucune. « Et mon travail? Mon diplôme? Tu peux terminer tes cours en ligne. Et pour un emploi, j'ai entendu dire que la Fondation Beaumarchais embauchera bientôt. Ils auront besoin de quelqu'un avec des compétences en affaires et un bon cœur. » Malgré tout, Inès sourit. « Vous m'offrez un poste, monsieur Beaumarchais? Je vous offre un partenariat, dit doucement Guillaume, dans tous les sens du terme. » Inès prit une profonde inspiration, considérant tout ce qu'il proposait. Ce n'était pas un plan parfait. Cela signifiait plus de mensonges, plus de secrets, plus de temps séparés. Mais cela signifiait aussi un avenir ensemble, selon leurs propres termes. « D'accord, dit-elle finalement, mais j'ai une condition. N'importe quoi. Plus de secrets. Plus de demi-vérité. À partir de maintenant, nous affronterons tout ensemble, même si nous devons le faire depuis des villes différentes pendant un certain temps. » Guillaume hocha la tête, le soulagement évident sur son visage. « Ensemble, je te le promets. » Alors qu'il retournait à l'appartement d'Inès, main dans la main sous le ciel assombrissant, aucun d'eux ne remarqua la voiture garée de l'autre côté de la rue, ni la femme à l'intérieur, les observant avec des yeux froids et calculateurs. Annabelle Beaumarchais n'était pas venue jusque-là pour perdre maintenant, et elle avait une dernière carte à jouer. Le lendemain matin, Inès se rendit au travail le cœur lourd. Elle avait accepté d'être mutée à Lyon, de continuer la mascarade un peu plus longtemps, mais le faire réellement, annoncer à ses collègues et à Patricia qu'elle partait, ressemblait à avouer sa défaite. Patricia prit la nouvelle avec un sourire triste. « Je me doutais que ça allait arriver. Le conseil n'a pas été des plus subtils concernant ses préoccupations. »« Je suis désolée, » dit Inès. « J'aimais vraiment travailler ici. Ne vous excusez pas. Rien de tout cela n'est de votre faute. » Patricia se pencha, baissant la voix. « Et entre nous, je pense qu'Annabelle Beaumarchais est une vipère au cœur froid qui n'a jamais mérité Guillaume de toute façon. » Inès cligna des yeux, surprise par la franchise de Patricia, d'habitude si réservée. « Vous savez, pour nous, ma chérie, je connais Guillaume depuis qu'il est à la fac. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde. Pas même Annabelle au début. » Patricia lui tapota la main. « Faites juste attention. Cette femme joue pour gagner, et elle ne se soucie pas de qui est blessé dans le processus. »« Nous faisons attention, » l'assura Inès. « Guillaume a un plan. J'espère que c'est un bon plan, parce qu'Annabelle était ici plus tôt, demandant des copies de votre dossier du personnel. Elle a dit que c'était pour les avocats gérant le divorce. » Inès sentit un frisson. « Vous les lui avez donnés ? » ?»« Bien sûr que non. Ces dossiers sont confidentiels. Mais elle trouvera un autre moyen d'obtenir ce qu'elle veut. Elle y arrive toujours. » L'avertissement resta avec Inès toute la journée, à travers les réunions et les appels téléphoniques et les discrètes condoléances des collègues qui avaient appris sa mutation. Que cherchait Annabelle dans son dossier du personnel? Quelle nouvelle attaque planifiait-elle? Quand Inès rentra chez elle ce soir-là, elle trouva une enveloppe scotchée à sa porte. À l'intérieur se trouvait une note de l'écriture élégante d'Annabelle. « Café demain 10 heures, au Café des Marronniers. Venez seul, ou le conseil recevra ça. » Était jointe une impression de messages textes entre Inès et Guillaume, des conversations intimes qu'ils avaient eues au cours des dernières semaines, y compris des discussions sur leur plan d'attendre la fin du divorce. Les mains d'Inès tremblaient en les lisant. Comment Annabelle avait-elle eu accès à leurs messages? Avait-elle piraté le téléphone de Guillaume d'une manière ou d'une autre? Elle appela immédiatement Guillaume, qui était tout aussi choqué et en colère. « N'y va pas, » dit-il. « C'est évidemment un piège. Si je n'y vais pas, elle les envoie au conseil.
Ton communiqué niant notre relation ressemblera à un mensonge, ce qui est le cas, et ils sauront que nous prévoyons de les laisser s'essouffler. Laisse-la les envoyer. Je suis prêt à tout quitter si je dois le faire. Mais je ne suis pas prête pour que tu fasses ça, dit fermement Inès. Pas encore, pas tant que nous n'avons pas tout essayé. Alors je viendrai avec toi. La note dit de venir seule, et je pense que je devrais. Peut-être de femme à femme, je peux la raisonner, lui faire comprendre que toute cette lutte n'aide personne. Guillaume rit sans humour. Tu ne connais pas Annabelle comme moi. Elle ne veut pas de compréhension. Elle veut la victoire. Quand même, je dois essayer. Qu'est-ce qui peut arriver de pire dans un café public? Juste, sois prudente, et appelle-moi dès que c'est fini. Inès promit de le faire, mais en essayant de dormir cette nuit-là, elle ne put se défaire du sentiment qu'elle s'engageait dans quelque chose de plus dangereux qu'une simple conversation tendue autour d'un café. Le lendemain matin, Inès s'habilla soigneusement d'une simple blouse blanche et d'un pantalon noir, ses cheveux tirés en une queue de cheval nette. Elle voulait paraître professionnelle, posée. Elle ne donnerait pas à Annabelle la satisfaction de la voir nerveuse ou négligée. Le café des Marronniers était bondé à son arrivée, rempli de la foule de mi-matinée d'étudiants et de professionnels cherchant leur dose de caféine. Annabelle était déjà là, assise à une table de coin avec 2 tasses de café devant elle. Elle portait une robe de créateur rose pâle qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel d'Inès, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. « À l'heure, dit Annabelle tandis qu'Inès s'asseyait. J'ai toujours apprécié la ponctualité chez le personnel. Inès ignora la pique. Que voulez-vous, Annabelle? N'avez-vous pas déjà fait assez de dégâts? Dégâts? Annabelle haussa un sourcil parfaitement épilé. Ce n'est pas moi qui ai séduit un homme marié. Je n'ai pas séduit Guillaume. Ce qui s'est passé entre nous s'est produit après que j'ai quitté votre maison. Ce n'est pas ce que la presse croit, ni le conseil. Annabelle sirota son café. Mais je ne vous ai pas demandé de venir ici pour discuter de qui a fait quoi et quand. Je vous ai demandé de venir ici pour vous offrir un accord. Inès attendit, ne touchant pas son café. 1 demi-million d'euros, dit Annabelle, sa voix basse. En espèces, intraçables. Vous quittez Bordeaux aujourd'hui, ne contactez plus jamais Guillaume et signez un accord de non-divulgation concernant votre relation. Inès la regarda sans voix. C'est une offre généreuse, continua Annabelle. Plus que généreuse, compte tenu des circonstances. Vous pourriez terminer votre diplôme n'importe où, commencer une nouvelle vie, ne plus jamais avoir à travailler si vous êtes prudente avec l'argent. Vous pensez que vous pouvez juste me soudoyer, me payer pour disparaître? Je pense que tout le monde a un prix, même vous avec toute votre dignité. Annabelle fit en sorte que le mot sonne sale d'une manière ou d'une autre. Réfléchissez-y, Inès. Plus de journalistes, plus de murmures au travail, plus de cachettes. Juste une rupture nette et assez d'argent pour recommencer. Inès se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'en est jamais agi. Alors de quoi s'agit-il? D'amour » Annabelle rit. « S'il vous plaît, des hommes comme Guillaume ne finissent pas avec des femmes comme vous. Ils pourraient jouer avec vous pendant un certain temps, pourraient même se convaincre que c'est réel. Mais finalement, ils retournent vers leur propre espèce. Et quelle espèce est-ce? Froide? Calculatrice? Seulement intéressée par le statut et l'argent? » Inès secoua la tête. « Guillaume mérite mieux que ça, mieux que vous. » Les yeux d'Annabelle se durcirent. « Vous n'avez aucune idée de ce que Guillaume mérite. Vous le connaissez depuis quoi, 6 mois? J'ai été à ses côtés pendant 15 ans. J'ai construit une vie avec lui, une réputation, un héritage. Une vie dans laquelle il était malheureux, une réputation bâtie sur des mensonges. Quel héritage? Petite fille naïve. » Annabelle se leva aussi, sa voix baissant jusqu'à un murmure venimeux. « Vous croyez que c'est un conte de fées? Que l'amour triomphe de tout? C'est le monde réel. Et dans le monde réel, Guillaume Beaumarchais ne finit pas avec l'employé de maison. Peut-être pas, dit Inès, soutenant le regard d'Annabelle sans ciller. Mais il ne finit pas avec vous non plus. Plus maintenant. » Elle se retourna pour partir, mais Annabelle lui attrapa le bras, ses ongles manucurés s'enfonçant dans la peau d'Inès. « Si vous rejetez cette offre, je vous détruirai, siffla-t-elle. Vous deux. Je m'assurerai que tout le monde à Bordeaux sache exactement quel genre de femme vous êtes. Je ferai en sorte que Guillaume perde tout, l'entreprise, sa réputation, même cette précieuse fondation dont il pense que je n'en sais rien. » Inès dégagea son bras. « Faites votre pire, Annabelle. Guillaume et moi n'avons plus peur de vous. » Alors qu'elle sortait du café, le cœur battant mais la tête haute, Inès se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle avait affronté le pire d'Annabelle et n'avait pas craqué. Quoi qu'il arrive ensuite, elle et Guillaume l'affronteraient ensemble. Ce qu'elle ne savait pas,
c'est qu'Annabelle avait une dernière carte dévastatrice à jouer. Une qui mettrait leur amour à l'épreuve de façon qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Inès appela Guillaume dès qu'elle quitta le café, lui racontant l'offre d'Annabelle et son refus. « 1 demi-million d'euros, dit Guillaume, l'air choqué. Elle doit être désespérée. Elle l'est. Et les gens désespérés sont dangereux. » Inès marqua une pause, hésitant avant de partager le pire. « Elle a menacé ta fondation, Guillaume. Elle a dit qu'elle s'assurerait que tu perdes tout. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis Guillaume soupira. « Je ne suis pas surpris. Annabelle a toujours été méticuleuse. Elle m'a probablement fait enquêter dès que j'ai demandé le divorce. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous avançons notre calendrier. J'appellerai mon avocat aujourd'hui, lui dirai d'offrir à Annabelle tout ce qu'elle veut en termes de règlement. Argent, biens, tout sauf les actions de l'entreprise. Et en retour, elle signe les papiers cette semaine. Acceptera-t-elle cela? Si le prix est bon, oui. Malgré tout ce qu'elle dit sur l'héritage et la réputation, Annabelle s'est toujours le plus souciée de la sécurité financière. Et si elle n'est pas d'accord? Alors nous passons au plan B. Je quitte tout et nous recommençons ailleurs. Inès ressentit un pincement au cœur. Je n'ai jamais voulu que tu abandonnes ta vie pour moi. Je n'abandonne pas ma vie, dit doucement Guillaume. J'en choisis une meilleure. Avec toi. Après avoir raccroché, Inès essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse aux menaces d'Annabelle. Elle savait que l'autre femme n'avait pas fini, qu'elle n'accepterait pas simplement la défaite et ne s'en irait pas. Bien sûr, quand Inès consulta ses emails pendant sa pause déjeuner, elle trouva un message d'une adresse qu'elle ne reconnaissait pas. L'objet disait simplement « Vous devriez voir ceci ». Contre son meilleur jugement, Inès l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un lien vers une page web privée. Quand elle cliqua dessus, son sang se glaça. C'était une ébauche d'article de journal, complète avec le logo et la mise en page du Courrier de Bordeaux. Le titre disait « Ancienne employée de maison accusée de vol au domaine Beaumarchais ». L'article affirmait qu'Inès avait volé des bijoux et de l'argent liquide au domicile des Beaumarchais pendant son emploi, qu'elle avait utilisé sa relation avec Guillaume pour éviter les poursuites et que des sources proches de la famille commençaient maintenant à fournir des preuves. Au bas de l'ébauche se trouvait une note « Ceci paraît demain à moins que vous ne reconsidériez mon offre. Dernière chance. » Les mains d'Inès tremblaient en appelant Guillaume de nouveau. « Elle va m'accuser de vol, » dit-elle dès qu'il répondit. « Elle m'a envoyé une ébauche d'article qui est censée paraître demain. » « Quoi? C'est insensé et complètement faux. Bien sûr que c'est faux, mais les gens le croiront. Et une fois que ce sera public, le mal sera fait. » Inès prit une profonde inspiration. « Peut-être devrais-je accepter son offre, Guillaume, juste pour que cela s'arrête. » « Non. » La voix de Guillaume était ferme. « C'est exactement ce qu'elle veut. Si tu prends son argent, ça ressemblera à un aveu de culpabilité, comme si tu avais quelque chose à cacher. Alors on la laisse juste publier des mensonges sur moi, détruire ma réputation? Je n'aurai plus jamais de travail après ça. »« Nous ripostons, » dit Guillaume, « avec la vérité. J'ai essayé de gérer ça discrètement pour protéger nos deux réputations, mais il est peut-être temps de tout révéler au grand jour. Que veux-tu dire? »« Je veux dire une conférence de presse. Demain matin, avant que cet article ne puisse paraître, je dirai à tout le monde exactement ce qui s'est passé. Le mariage sans amour, les menaces d'Annabelle, tout. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Ça pourrait se retourner contre nous. C'est un risque, admit Guillaume. Mais j'en ai assez de me cacher, Inès. Assez de faire semblant. Et si Annabelle veut jouer sale, elle est sur le point d'apprendre que je peux me battre tout aussi fort pour ce en quoi je crois. Après avoir raccroché, Inès essaya d'imaginer ce qui se passerait demain. Une confrontation publique entre Guillaume et Annabelle, leurs vies privées exposées à la vue de tous. Cela ressemblait à un cauchemar, mais c'était peut-être le seul moyen d'en finir, une fois pour toutes. Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas Patricia debout près de son bureau avant que sa patronne ne se racle la gorge. « Tout va bien ?» demanda Patricia, l'inquiétude dans les yeux. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. »« Juste des affaires personnelles, » dit Inès, fermant son email. « Rien de grave. » Hélène n'était pas dupe. Isabelle encore? Zoé hocha la tête, ne voyant pas l'intérêt de mentir. Elle menace de m'accuser de leur avoir volé quand je travaillais chez eux. « C'est ridicule, » ricana Hélène. « Quiconque te connaît sait que tu ne ferais jamais une chose pareille. Mais la plupart des gens ne me connaissent pas. Ils ne connaissent que les ragots, les rumeurs. » Hélène s'assit sur le bord du bureau de Zoé. « Tu veux un conseil de quelqu'un qui a un peu de bouteille? S'il te plaît, arrête de réagir. Chaque fois qu'Isabelle bouge, toi et Antoine, vous vous précipitez pour répondre. Vous jouez son jeu selon ses règles, et tu ne gagneras jamais comme ça.
Zoé fronça les sourcils. Alors que devrions-nous faire à la place? Changer la donne. Faites quelque chose qu'elle n'attend pas. Hélène se leva. Enfin, ce n'est qu'une idée. Et quoi que tu décides, sache que tu as plus d'alliés que tu ne le penses. Avec cette déclaration énigmatique, elle s'éloigna, laissant Zoé se demander ce qu'elle voulait dire. Ce soir-là, Antoine vint à l'appartement de Zoé pour discuter de leur plan pour la conférence de presse. Il semblait fatigué, la tension des dernières semaines visible dans les nouvelles rides autour de ses yeux. « Mon avocat a contacté l'équipe d'Isabelle, dit-il, acceptant la tasse de café que Zoé lui offrait. Il a fait l'offre dont je t'avais parlé. Plus d'argent, plus de biens, un divorce rapide. Et ils y réfléchissent, ce qui signifie qu'Isabelle s'accroche encore à autre chose. Comme moi qui partirai la queue entre les jambes. Probablement. Antoine but une gorgée de son café. J'ai programmé la conférence de presse pour demain 10h au siège social de Leclerc Participation. L'équipe de communication envoie des avis à tous les grands médias maintenant. Qu'est-ce que tu vas dire exactement? La vérité, que notre mariage est terminé depuis des années, en tout sauf en nom, que nous divorçons, que j'ai trouvé quelqu'un qui me rend heureux, et je ne m'en excuserai pas. Et ces accusations, je les aborderai aussi. Je préciserai qu'elles sont totalement fausses, que c'est une tentative désespérée de te nuire parce qu'elle ne peut pas me nuire. Zoé s'assit à côté de lui sur le canapé. C'est vraiment en train d'arriver, n'est-ce pas? Après-demain, tout le monde saura pour nous. Est-ce que ça te convient? Je sais que nous avions parlé d'attendre, de garder le silence jusqu'à ce que les choses se tassent. Je pense qu'Hélène avait raison. Nous devons changer la donne. Zoé lui prit la main. Plus de cachette, plus laisser Isabelle dicter les termes. Affrontons cela ensemble, au grand jour. Antoine lui serra la main. Ensemble. Ils passèrent le reste de la soirée à planifier ce qu'Antoine dirait, à anticiper les questions, à se préparer au pire tout en espérant le meilleur. Il était presque minuit quand Antoine partit enfin, promettant de venir chercher Zoé le matin pour qu'ils puissent arriver ensemble à la conférence de presse. Plus de cachette, lui rappela-t-il à la porte. Plus de secrets. Zoé ne dormit presque pas cette nuit-là, son esprit tourbillonnant avec tous les résultats possibles de la conférence de presse du lendemain. Les gens les croiraient-ils? Isabelle aurait-elle une nouvelle attaque prête? Cela mettrait-il enfin fin à la guerre entre eux? Ou ne ferait-il que l'intensifier? Quand le matin arriva, elle s'habilla soigneusement dans une robe bleue simple mais élégante, de la même couleur que celle qu'elle avait portée le premier jour à la propriété. Cela lui semblait juste d'une certaine manière, comme boucler la boucle. Antoine arriva ponctuellement à 9h, l'air puissant et déterminé dans un costume sombre. Il l'embrassa sur la joue quand elle ouvrit la porte, ses yeux observant son apparence. « Tu es magnifique, dit-il. Prête pour ça? Aussi prête que je le serai jamais. » Le trajet vers Leclerc Participation fut silencieux, tous deux perdus dans leurs pensées. Quand ils arrivèrent, l'assistant d'Antoine, un jeune homme nommé Lucas, les attendait dans le hall. « Monsieur Leclerc, il y a quelque chose que vous devez savoir, » dit-il l'expression inquiète. « Madame Leclerc est déjà là. Elle est dans la salle de conférence où la presse se rassemble. » La mâchoire d'Antoine se contracta. « Qu'est-ce qu'elle fait ici? » Elle dit qu'elle a le droit de raconter sa version de l'histoire. Et... Lucas hésita. « Elle n'est pas seule. Elle a amené son père et plusieurs membres du conseil d'administration. » Antoine et Zoé échangèrent un regard. C'était une embuscade, clairement planifiée à l'avance. « Devons-nous annuler » demanda Zoé doucement. « Nous regrouper ?»« Non, » dit Antoine fermement. « Nous faisons ça maintenant, aujourd'hui. Plus de délai. » Ils prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage, où la grande salle de conférence avait été aménagée pour la conférence de presse. À travers les portes vitrées, Zoé put voir que la pièce était bondée de journalistes, de caméras, et au premier rang, Isabelle, assise à côté de son père, un homme à l'air sévère, avec des cheveux argentés et des yeux froids. Antoine prit la main de Zoé. « Reste à mes côtés. Quoi qu'il arrive là-dedans, souviens-toi que je t'aime. » Zoé hocha la tête, soudain incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. Quand ils entrèrent dans la pièce, tous les yeux se tournèrent vers eux. Les caméras clignotèrent, et il y eut un murmure de voix. Isabelle fixa leurs mains jointes, son expression un mélange de fureur et de triomphe, comme si elle s'y attendait, mais était toujours enragée de le voir. Antoine conduisit Zoé au pupitre à l'avant de la pièce, ne lâchant jamais sa main. Il ajusta le microphone et regarda la mère de visage. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui, » commença-t-il, sa voix stable. « J'ai convoqué cette conférence de presse pour aborder les rumeurs et les spéculations concernant ma vie privée qui ont circulé ces dernières semaines. » Il fit une pause, prenant une profonde inspiration. « Oui, ma femme Isabelle et moi divorçons. C'est une décision qui a mis du temps à venir.
le résultat d'années où nous nous sommes éloignés plutôt que rapprochés. C'est une affaire privée, et nous aurions préféré la gérer en privé. Isabelle bougea sur son siège, ses yeux se rétrécissant. Cependant, continua Antoine, certaines accusations ont été portées que je ne peux pas laisser sans réponse. Alors, soyons clairs, Zoé Dubois, qui se tient à mes côtés aujourd'hui, n'est pas responsable de la fin de mon mariage. Ce n'est pas une voleuse comme certains l'ont suggéré. C'est une femme travailleuse, intelligente, qui m'a montré ce qu'est une vraie connexion. La pièce éclata en question, les journalistes appelant et les caméras clignotant encore plus intensément. Antoine leva la main pour demander le silence. Je ne répondrai pas aux questions sur les détails de ma relation avec mademoiselle Dubois, sauf pour dire qu'elle a commencé après qu'elle n'ait plus été employée dans ma maison, et qu'elle est basée sur le respect mutuel et une affection sincère. Isabelle se leva soudainement, son visage rouge de colère. « C'est un mensonge !» cria-t-elle. « Ils se fréquentaient sous mon propre toit, pendant qu'elle travaillait pour nous. » Antoine resta calme. « Ce n'est pas vrai, Isabelle. Et tu le sais. Je sais que tu m'as menti au conseil, à tout le monde. » Isabelle pointa un doigt tremblant vers Zoé. « Elle t'a séduit pour avancer, pour mettre la main sur la fortune Leclerc, et tu étais trop aveugle pour le voir. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, une autre voix coupa le chaos. « Ça suffit, Isabelle. » Toutes les têtes se tournèrent pour voir Hélène debout dans l'embrasure de la porte, tenant un dossier dans ses mains. « Cela ne te concerne pas, Hélène, » coupa Isabelle. « C'est une affaire de famille. C'est devenu mon affaire quand tu as tenté d'accéder à des dossiers personnels confidentiels, quand tu as commencé à répandre des mensonges sur l'une de mes employées. » Hélène marcha jusqu'à l'avant de la pièce, se tenant de l'autre côté de Zoé. « J'ai travaillé pour Leclerc Participation pendant 20 ans. J'ai connu Antoine depuis qu'il était à l'université, et je ne l'ai jamais vu aussi heureux que ces derniers mois. » Isabelle rit sèchement. « Oh, s'il vous plaît, devons-nous nous soucier de son bonheur et ses responsabilités, son devoir envers le nom de la famille? »« Et ton devoir ?» rétorqua Hélène. « Tu as promis de l'aimer et de le chérir, mais tout ce qui t'a toujours importé, c'est le statut que son nom te donnait. Tiens, comment oses-tu ? » « J'ose parce que je suis fatiguée de te voir faire du mal à de bonnes personnes. » Hélène ouvrit le dossier qu'elle tenait. « J'ai ici les déclarations de 5 anciens employés de la demeure Leclerc, détaillant tous comment Isabelle a maltraité le personnel, à quel point le mariage était malheureux bien avant que Zoé n'y travaille, et surtout, comment Isabelle elle-même a eu une liaison avec son professeur de tennis au cours des 2 dernières années à Aix-en-Provence. » La pièce devint complètement silencieuse. Le visage d'Isabelle se vida de ses couleurs, et son père se leva, l'air stupéfait. « C'est un mensonge » murmura Isabelle, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. « Vraiment ?» Hélène haussa un sourcil. « Parce que j'ai aussi des relevés de cartes bancaires montrant des paiements à un hôtel à Aix-en-Provence tous les jeudis après-midi depuis 1 an. Dois-je lire le numéro de la chambre? Ou peut-être les commandes du service d'étage? Elles sont assez révélatrices. » Antoine parut aussi choqué que tout le monde. « Isabelle, est-ce vrai ?» Pour la première fois depuis que Zoé la connaissait, Isabelle sembla à court de mots. Elle regarda autour de la pièce sauvagement comme un animal acculé. « C'est différent, » dit-elle finalement. « Ma situation est différente. »« Comment ?» demanda Antoine, une curiosité sincère dans la voix. « Comment est-ce différent? Parce que je ne t'aurais jamais quitté pour lui, je ne t'aurais jamais humilié publiquement. Non, tu m'as juste humilié en privé, pendant des années. » Antoine secoua la tête. « Tu aurais pu me le dire, Isabelle. Nous aurions pu mettre fin à ce mariage il y a des années, partir chacun de notre côté avec notre dignité intacte, et te laisser tout garder, te laisser gagner. » Isabelle rit amèrement. Cela n'allait jamais arriver. Son père se leva, le visage tendu par une rage à peine contenue. « Ça suffit, Isabelle. Tu t'es assez embarrassée, toi et cette famille, pour aujourd'hui. » Il se tourna vers Antoine. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation privée, Antoine, à propos de l'accord de divorce et de l'avenir de votre rôle dans l'entreprise. » Antoine hocha la tête. « Je suis d'accord, mais sachez ceci, monsieur. Je ne me laisserai plus intimider ni menacer. Ni par vous, ni par le conseil, et certainement pas par Isabelle. » Les yeux de l'homme âgé se posèrent sur Zoé, puis revinrent sur Antoine. « Compris. Mon bureau, dans 1 heure. » Il prit le bras d'Isabelle et la conduisit hors de la pièce, ignorant les questions hurlées des journalistes. Isabelle se laissa guider, mais à la porte, elle se retourna pour regarder Antoine et Zoé. « Ce n'est pas fini !» articula-t-elle, ses yeux froids de haine. Mais Zoé, se tenant droite à côté de l'homme qu'elle aimait, savait que c'était le cas. Le pouvoir d'Isabelle sur eux était brisé. Ses menaces étaient vides maintenant, sa réputation aussi endommagée qu'elle avait essayé de rendre la leur.
Antoine se tourna vers les journalistes. « Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'être venus. » Il conduisit Zoé par une porte latérale, loin du chaos de la salle de presse. Hélène les suivit, fermant la porte derrière elle. « Merci, m'a dit Antoine, se tournant vers elle. Bien que je doive demander, comment avez-vous su pour la liaison d'Isabelle ?» Hélène sourit. « Le personnel parle, Antoine. Ils l'ont toujours fait. Et contrairement à certaines personnes, ils vous aiment bien. Ils voulaient que vous soyez heureux. » Zoé l'étreignit impulsivement. « Tu nous as sauvés. »« Non, dit Hélène, rendant l'étreinte. Vous vous êtes sauvés l'un l'autre. J'ai juste aidé à équilibrer un peu le terrain de jeu. » Après le départ d'Hélène, Antoine tira Zoé dans un coin tranquille du couloir. « Tu vas bien ?» C'était intense. « Je vais bien, » dit Zoé, surprise de constater que c'était vrai. « En fait, je vais mieux que bien. J'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. »« Moi aussi. » Antoine lui toucha doucement la joue. « Mais je dois te demander, ça te dérange? Découvrir qu'Isabelle te trompait tout ce temps ?» Zoé y réfléchit un instant. « Non, » dit-elle finalement. « Ça ne change pas ce que je ressens pour toi, pour nous. Au contraire, ça me rend juste triste pour elle. Triste, après tout ce qu'elle nous a fait. Triste qu'elle ait eu quelque chose de réel, un mari qui a essayé de l'aimer, une vie que la plupart des gens envieraient, et ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de la liaison, des jeux de pouvoir, de la vengeance. Quelle façon solitaire de vivre. » Antoine la regarda avec émerveillement dans les yeux. « C'est pour ça que je t'aime, parce que tu peux trouver de la compassion même pour quelqu'un qui a essayé de te détruire. » « Enfin, ne te méprends pas, » dit Zoé avec un petit sourire. « Je suis toujours contente qu'Hélène l'ait exposée, et j'espère qu'elle restera très, très loin de nous à partir de maintenant. » Antoine rit, la serrant dans ses bras. « Moi aussi. Et en parlant de distance, comment te sentirais-tu à l'idée de terminer tes études à Paris ?»« Paris ? Pourquoi ? » ?»« Parce que je viens d'avoir une idée. La Fondation Leclerc n'a pas besoin d'être basée à Bordeaux. Elle pourrait être n'importe où. Paris a certaines des meilleures organisations à but non lucratif du pays, des connexions que nous pourrions utiliser, des gens que nous pourrions aider. Tu veux déménager à Paris ? » Zoé recula pour le regarder. « Quitter Bordeaux, ta maison, l'entreprise familiale ? L'entreprise ira bien sans moi. Et quant à une maison ?» Les yeux d'Antoine étaient doux alors qu'il la regardait. « Je commence à penser que la maison n'est pas un lieu, c'est une personne. » Zoé sentit les larmes lui piquer les yeux. « C'est la chose la plus romantique que quelqu'un m'ait jamais dite. »« Je ne fais que commencer, » promit Antoine. « Alors qu'en dis-tu ? Paris. Un nouveau départ pour nous deux ? » « Oui, » dit Zoé sans hésitation. « Oui à Paris. Oui à un nouveau départ. Oui à la construction de quelque chose de nouveau ensemble. » Antoine l'embrassa alors, là, dans le couloir de Leclerc Participation, sans se soucier de qui pourrait les voir. Et Zoé l'embrassa en retour, enfin libérée des secrets, de la cachette, de l'ombre qu'Isabelle avait projetée sur leur relation. Ils avaient un long chemin devant eux. La finalisation du divorce, la rencontre d'Antoine avec le père d'Isabelle, la transition hors de l'entreprise, le déménagement à Paris. Mais pour la première fois, Zoé était convaincue qu'ils y arriveraient, ensemble. 3 mois plus tard, Zoé se tenait dans le salon de leur nouvel appartement à Paris, entouré de cartons à moitié déballés. Le divorce avait été finalisé plus rapidement que prévu, Isabelle ayant accepté un généreux règlement et, à la surprise de tous, étant partie en Europe pour une longue pause, comme elle l'avait dit dans sa seule déclaration publique. Antoine avait démissionné de son poste de PDG de Leclerc Participation, bien qu'il ait conservé ses parts dans l'entreprise. Son cousin, un homme d'affaires compétent qui avait été formé comme son remplaçant pendant des années, avait pris la relève sans trop de difficultés, et la Fondation Leclerc était désormais une réalité, avec des bureaux dans un hôtel particulier rénové dans un quartier parisien. Leur mission, offrir des opportunités éducatives et un soutien aux adultes qui travaillent et essaient de compléter leur diplôme tout en subvenant à leurs besoins. L'expérience de Zoé elle-même avait été l'inspiration, et elle était profondément impliquée dans la conception des programmes de la Fondation, même si elle terminait son dernier semestre en ligne. La sonnette retentit, et Zoé ouvrit pour trouver un livreur tenant un grand carton. « Livraison pour Dubois Leclerc, dit-il. « C'est nous. » Zoé signa pour le colis, curieuse de savoir ce que cela pouvait être. Il n'attendait rien. Quand Antoine rentra 1 heure plus tard, elle était assise sur le canapé, fixant le contenu du carton. Un acte de propriété pour une petite maison à son nom et une lettre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, posant sa mallette. Sans un mot, Zoé lui tendit la lettre. Elle était brève mais claire. Pas un cadeau, un commencement, pas une faveur, un futur, pas d'un millionnaire, de l'homme qui sait enfin ce qu'est l'amour.
Antoine regarda de la lettre au visage de Zoé. « Je ne comprends pas. C'est de la part d'un admirateur secret dont je devrais m'inquiéter. » Zoé secoua la tête, les larmes aux yeux. « C'est de toi. Ou c'était censé être de toi. Je n'ai pas envoyé ça, Zoé. Je sais. Mais ces mots, ce sont exactement ce que tu m'as dit dans le jardin cette nuit-là, il y a des mois, quand tu m'as dit que si tu m'avais rencontré la première, tu aurais bâti le monde autour de mon cœur. » Antoine prit l'acte, l'examinant. « C'est pour une maison à Paris, pas loin de la fondation. Qui ferait ça? Qui connaît même ces mots ?» L'expression d'Antoine s'assombrit. « Isabelle, elle a dû faire poser des micros dans la maison, écouter nos conversations depuis le début. C'est comme ça qu'elle savait tant de choses. Comment elle avait toujours un coup d'avance. Mais pourquoi enverrait-elle ça maintenant? Après tout ça? Je ne sais pas. Peut-être une dernière démonstration de pouvoir. Sa façon de dire qu'elle sait encore des choses sur nous, qu'elle a encore un certain contrôle. » Zoé regarda à nouveau l'acte. « Qu'est-ce qu'on doit en faire ?» Antoine réfléchit un instant. « C'est à ton nom. L'Egali, c'est à toi. Tu pourrais la vendre, la donner, ce que tu veux. Ou nous pourrions y vivre, » dit Zoé lentement. « Prendre ce qui était censé nous faire du mal et le transformer en quelque chose de bien. Une vraie maison. » Antoine sourit, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « J'aime cette idée, mais d'abord je pense que nous devrions la faire vérifier pour les micros et changer toutes les serrures. » Zoé rit, s'appuyant contre lui. « Absolument. » Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable pendant un moment, contemplant cette tournure inattendue de leur histoire. « Tu sais, dit Antoine finalement, d'une étrange manière, j'ai presque l'impression de devoir remercier Isabelle. » La remercier? D'avoir essayé de nous détruire? D'avoir échoué à nous détruire? De nous avoir fait nous battre pour ce que nous avons? De nous avoir fait prouver, à nous-mêmes autant qu'à elle, que ce que nous avons est réel? Zoé considéra cela. « Je n'irai pas jusqu'à la remercier. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tout ce que nous avons traversé, ça nous a montré de quoi nous sommes faits, tous les deux. » Antoine l'embrassa doucement. « Et de quoi sommes-nous faits, Zoé Dubois ?» Elle sourit contre ses lèvres. « De quelque chose de plus fort que la vengeance. » Un an plus tard, par un beau matin de printemps, Zoé se tenait dans le jardin de leur maison parisienne, la maison qui avait été la dernière tentative de contrôle d'Isabelle, maintenant transformée en un lieu de paix et d'amour. Antoine était à ses côtés, beau dans un costume gris clair, ses yeux ne la quittant pas. Leurs amis et leur famille les entouraient. Hélène et son mari, la colocataire de Zoé à l'université, et sa famille, même le cousin d'Antoine et sa femme. C'était une petite réunion, intime et parfaite. « Monsieur Antoine James Leclerc, prenez-vous Zoé Nicole Dubois pour être votre épouse légitime ?» demanda l'officiant. « Oui, » dit Antoine, sa voix forte et sûre, de tout mon cœur. « Et vous, mademoiselle Zoé Nicole Dubois, prenez-vous monsieur Antoine James Leclerc pour être votre époux légitime ?» Zoé regarda dans les yeux de l'homme qu'il avait vu, vraiment vu, quand elle n'était que la discrète employée de maison. L'homme qui avait choisi l'amour plutôt que l'héritage, la vérité plutôt que les apparences, elle plutôt que tout le reste. « Oui, » dit-elle, sa voix claire dans l'air du printemps. « Aujourd'hui, et pour toujours. » Alors qu'ils échangeaient des alliances et scellaient leurs vœux par un baiser, Zoé pensa au chemin qui les avait menés ici. La grande propriété près de Bordeaux semblait appartenir à une autre vie. Les silences froids, les dîners tendus, le jardin où ils s'étaient reparlé honnêtement pour la première fois. Ils avaient parcouru un si long chemin depuis cet endroit, affronté tant de choses ensemble. La vengeance d'Isabelle avait échoué, non pas parce qu'ils étaient plus forts, plus intelligents ou plus riches, mais parce que ce qu'ils avaient construit ensemble était réel. C'était un amour basé non pas sur ce qu'ils pouvaient se donner l'un à l'autre ou ce qu'ils représentaient, mais sur qui ils étaient vraiment. Et en fin de compte, c'était la seule chose qui comptait. À la réception qui suivit, alors qu'ils dansaient sous des lumières scintillantes dans le jardin, Antoine lui murmura à l'oreille « Si je t'avais rencontré la première, j'aurais bâti le monde autour de ton cœur. » Et Zoé, souriant au travers de son mari, répondit « Tu l'as fait de toute façon.